Bien, bonjour à toutes et à tous. Après la première vidéo consacrée à l'Europe et l'Union européenne sur les actualités des 2 dernières années environ, jusqu'à hier pratiquement, nous poursuivons cette note d'actualité par cette vidéo 2 qui va être consacrée à l'Europe, la troisième étant consacrée à l'Union européenne. Et sur l'Europe, vous allez voir, surtout vers la fin, ce sera très original. Nous en avons, je pense, pour une quarantaine de minutes, je pense. Je vous rappelle que cette note d'actualité fait partie de l'intelligence sociétale, se rattache au site de culturesociétale.com avec 800 heures de cours sur tous les problèmes d'actualité des sociétés sur la planète. Il n'y a pas tout, bien sûr, mais c'est destiné à être mémorisé avant tout. Vous allez voir qu'ici ou là, d'ailleurs, la mémoire de certaines de ces notes me revient, puisque toute culture s'entrecroise. Voilà. Bon, j'ai assez dit sur cette vue. Donc, nous allons faire une plongée pour trouver la partie histoire de l'Europe dans le module des relations internationales. Vous voyez le programme 2, Europe et Russie. J'ai une conception gaulliste de l'Europe jusqu'à l'Oural. Voilà. Comme le petit-fils du général. Et nous voici arrivés au chapitre 1er sur l'Europe. Nous n'aborderons aucun des autres chapitres, bien sûr. Nous nous centrons sur l'Europe. Donc, nous en sommes là, sur les problèmes généraux, section 1, et nous allons laisser tomber la section 2, la section 3. Nous passerons donc dans la section 1 à son paragraphe premier, la place de l'Europe. Et dans la place de l'Europe, nous faisons une immersion, là encore plus avant. Nous choisissons l'histoire et l'identité de l'Europe. Nous laissons tomber les personnalités, la souveraineté, etc. Sujet passionnant aussi, mais on ne peut pas tout voir. Et nous allons voir le premièrement et le deuxièmement. Oui, vous avez bien vu. Je vais citer les propos de Otto von Habsburg-Lothringen. Et c'est très original. Tout ceci, donc, d'histoire et de Habsbourg sera l'objet de la présente vidéo. Il y en aura une autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'Union européenne, qui sera intéressante aussi, bien sûr. Le plan sommaire de la présente vidéo. Nous allons parler d'aujourd'hui. Ensuite, nous plongeons au fond de l'histoire, l'Europe des civilisés contre les barbares depuis Hérodote, les Grecs. Ensuite, nous passerons à Rome, plus pan-méditerranéen qu'européen. Oui. On dira un mot de la Russie qui intervient à ce niveau-là, on va voir. Ça a donné naissance au petit E dans 2 Europes religieuses. Puis, il y a eu des envahisseurs en permanence pendant 10 siècles, avec toutefois un arrêt en 1571, la bataille de Lépante. On peut se poser la question, les conquérants ont-ils été absorbés? En 1683, les Turcs sont battus aux portes de Vienne, car il y a toujours eu des invasions. Donc, la naissance des États souverains est apparue, la question de la langue, la fin de l'Europe mondialiste qui intervenait partout en 1945, la question de la Méditerranée et une bibliographie de 1386 pages. Ça fait beaucoup de journées ou de semaines de lecture, ça, pour ceux qui se passionnent à la question. Il faudra qu'ils investissent beaucoup de temps. L'avantage de la présente formule est que tous ceux qui mémorisent ça
gagne énormément de temps de lecture, vous l'avez bien compris, depuis le début, comme pour tous les usagers du site culturesociétale.com. Donc, voilà le plan détaillé. Bon, pour gagner un peu de temps, nous n'allons pas le détailler à l'oral comme ça. Oui, bon, mais sachez que si vous voulez vous y retrouver une de synthèse, vous l'avez dans ces 2 pages vertes. Donc, commençons par premièrement l'histoire aujourd'hui. L'Europe est plus présente dans la vie pratique des Européens que dans leur vie affective. Ils ne sont pas conscients de la nécessité d'un grand dessein et ne voient dans leur union qu'une bureaucratie suspecte et inefficace. La haine de la bureaucratie française se transpose sur la bureaucratie européenne, notamment le Parlement européen. En A2, j'ai placé une place dans le monde, mais incomplète sans la Russie. Voilà l'idée. L'Europe a malgré tout réussi à trouver une place permanente dans le monde, en tant que collectivité permanente, bien qu'incomplète tant que la Russie n'y trouvera pas sa place. C'est la vision gaulliste. Oui, c'est l'Europe, depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural. C'est l'Europe, c'est toute l'Europe qui décidera du destin du monde. C'était une citation de Charles de Gaulle. La formule est bien connue, donc jusqu'à l'Oural. Voilà pour aujourd'hui les 2 dimensions. En petit b, l'Europe décivilisée contre les barbares depuis Hérodote, dont c'est le monde grec. L'Europe idéologique est bien plus ancienne que l'idée actuelle d'une Union européenne. Bien sûr. C'est l'Europe, terre de civilisation, contre la non-Europe des barbares. L'Europe comme métaphore d'exclusion existe depuis Hérodote. Voici d'ailleurs, y compris dans la Pléiade, des penseurs grecs, Thucydide, les barbares, le concept de barbare, qui est un terme grec, pour tout ce qui n'est pas grec, grosso modo. Ça manque pas de documentation sur le sujet, voici quelques illustrations. Rome, en synthèse plus pan-méditerranéen qu'européen. L'Empire romain ne réussit jamais à s'établir solidement au-delà du Rhin et du Danube. Rome fut un empire, en effet, pan-méditerranéen, tout autour de la Méditerranée, plutôt qu'européen. Voici une statue de Jules César et un emblème des légions romaines, SPQR, Senatus Populus Quae Romanus, le Sénat et le peuple de Rome. L'Empire romain était basé sur la ville, Rome. Le concept d'État est étranger à l'esprit romain. L'État par lui-même est né en France à partir du duché de Normandie, surtout, les Normands, Guillaume le Conquérant. Voilà, bon. Grandet la Russie. L'Asie signifie un autre. C'était collé à la Russie. L'étiquette Asie comme synonyme d'un autre qui combine la menace et l'infériorité, c'est le barbare toujours, a de tout temps été collé sur le dos de la Russie. Metternich. L'Asie commence à l'est de Vienne. On se souvient de ce mot de Metternich, Asie beginnt an der Landstraße. L'Asie commence à l'est de Vienne. Note sur Metternich, tant qu'on y est, prince autrichien, mort 1859,
ayant cherché toute sa vie à lutter contre les idées de la Révolution française et de Napoléon Ier. C'est bien un certain type d'Allemand, et on pourrait dire de Prussien. Metternich. C'est pas avec des principes comme ça qu'on construit une grande Europe. Deux Europes religieuses. La catholique et l'orthodoxe, d'abord. Voilà. Il y a une Europe catholique et une autre orthodoxe. Eux deux. L'idée générale, après 1883, on parle enfin de l'Europe politique. Il faut attendre donc le XVIIe siècle, avec les progrès de l'Autriche dans les Balkans, après 1683, et l'arrivée sur la scène internationale de la Russie, assoiffée de modernité occidentale, pour que le mot Europe fasse partie du discours public. Oui, il faut dire que 1683, c'est Louis XIV qui règne, et le tsar Pierre Ier, la Russie a toujours été fascinée par l'Europe de l'Allemagne, l'Europe de la France, et particulièrement la France, voir l'importance de la langue française pendant très longtemps dans l'aristocratie russe. Et le tsar Pierre Ier, celui qui a fait Saint-Pétersbourg et Peterhof, qui a bâti des villes au nom de l'art, avait rendu visite à Louis XIV vieillissant, après 1683, en 1710, dans ces eaux-là, avant que Louis XIV ne meure, toutefois. Voilà. Bon, E3. L'espace russe est contigu et complémentaire. Il est une nécessité à moyen terme de mieux intégrer les espaces européens et russes, à la fois contigus, ça, ils sont contigus, et complémentaires économiquement, du point de vue de l'énergie, etc. Alors, il y a un petit affrontement entre les catholiques et les orthodoxes, enfin, en théorie, voilà. Bon, on va en reparler. Les envahisseurs apparaissent en permanence pendant 10 siècles. Éclatés au moins pendant 10 siècles, l'Europe fut constamment la proie des envahisseurs. Les Huns célèbres avec Attila, les Avars, les Magyars, les Tatars, les Mongols et les peuplades turques arrivent de l'Est, les Vikings du Nord, les concurrents musulmans du Sud. Alors les Huns, Attila resté célèbre, là où son cheval passait, l'herbe ne repoussait pas. Quand il avait, suivant l'idéologie enseignée dans les écoles pendant très longtemps, il mettait de la viande sous son derrière à cheval pour qu'elle s'attendrisse et pour la manger ensuite. Bon. Il est resté des choses dans l'histoire, malgré l'accumulation des siècles. Les Vikings, n'en parlons pratiquement pas, ils sont bien connus. Ils ont remonté les fleuves avec leurs dracars. Et je crois qu'ils sont à l'origine de la ville de Kiev en Ukraine, l'ancienne capitale russe. Ensuite, Charles Martel, pour les Arabes, les envahisseurs, les musulmans du Sud. Après l'Espagne, ils voulaient conquérir la France, donc la bataille de Poitiers, Charles Martel, le grand-père de Charlemagne, les arrêta en 732. Bataille de Poitiers. Je saute des siècles là, avec toutefois un arrêt dès 1571 avec la bataille de Lépante. Ça ne manque pas de livres sur le sujet non plus. Sous idée, l'Église en a gardé la fête du rosaire. Qui s'en souvient de ça?
La fête de Rosaire a été instituée pour se souvenir de la bataille de Lépante en 1571. 1571. Voire pour les amateurs de cinéma, le péplum, le grand péplum américain, le Cid. Grand H, des conquérants absorbés. L'Inde. Alors, les empires terrestres multiethniques absorbent et assimilent les conquérants. L'Inde, par exemple, a assimilé les Mongols, la Chine, les Mongols. Et on peut dire aussi que l'Empire romain avait assimilé les divinités des peuples qu'il avait conquis, comme l'Égypte, voilà, et qu'on trouvait à Rome les dieux de tous ces peuples. Il y avait de ce côté-là une grande tolérance pour les libertés religieuses. Après la chute de Rome, rien de tel en Europe. Voilà. H3. Entre la chute de Byzance en 1453 et le siège de Vienne, les derniers conquérants venus d'Orient, les Turcs ottomans, occupent toute l'Europe du sud-est. La bataille de Lépante a été un coup d'arrêt, mais ils sont restés dans les... Ils ne sont pas allés plus loin, quoi, voilà, tout simplement. Voilà. En 1683, ben voilà, je le redis, les Turcs sont battus aux portes de Vienne. Voilà des tableaux, etc. Et c'est à cette occasion-là qu'a été inventé le croissant au beurre, si vous voulez, au beurre, le croissant au beurre. Après le siège, quand les Turcs sont partis, sans avoir pu prendre Vienne, eh bien, un pâtissier a fait un croissant, parce que cet emblème du croissant figurait sur les drapeaux des armées turques. Et puis, les armées turques ont laissé au pied des murailles, autour de la ville de Vienne en tout cas, des sacs remplis de café. D'où l'origine du café viennois, avec un croissant. Et le premier qui a fait ça, à Vienne, avait fondé le premier des cafés de Vienne, qui s'appelait Zur Blaue Flasche, c'est-à-dire à la bouteille bleue. Je ne sais pas pourquoi. Elle était bleue, mais c'était comme ça. Les États souverains, maintenant. La paix de Westphalie, qui mit fin à la guerre de 30 ans, amena des innovations politiques. Oui, c'est le cardinal de Richelieu qui rêvait de cette unification, et il est mort en disant au père Joseph, est-ce que le traité, il y a en fait 2 traités, est-ce que le traité est signé? Et le père Joseph, par charité, lui a dit, votre éminence, oui, il est signé. Et le cardinal de Richelieu a pu partir dans la paix. Bon, il y aurait bien des choses à dire sur ça par les siècles qui suivent. Bon. Dorénavant, il n'y eut plus d'États territoriaux que souverains. Les États sont devenus souverains. Et ces États ne reconnurent aucune obligation au-dessus de leurs intérêts, définis selon les critères de la raison d'État, celles qui sont la paille humide et le bourreau, comme on disait avant. Ne pas toucher à l'État. Voilà des tableaux qui font souvenir de la signature de la paix de Westphalie et des livres, un livre, là, voilà. La question de la langue.
Au XIXe siècle, la masse des Européens continuait dans l'univers oral des patois. En France, bien sûr, depuis les Basques jusqu'aux Alsaciens, depuis les Bretons jusqu'aux Provençaux, on ne se comprenait que si on était de la même province. Et encore. En France, c'est François Ier, avec l'édit de Villers-Cotterêts, qui a institué la langue française pour la rédaction des actes administratifs. Bon. Le progrès des langues d'État perpétua cette pluralité foncière qui perdura avec l'avènement des États nationaux, car évidemment l'unification des langues est à la fois le résultat de l'État, mais ça contribue à façonner l'identité de l'État. Le citoyen s'identifiait dès lors à une patrie, comme d'autres, et en 1914, ni les paysans, ni les ouvriers, ni le gros des îles cultivées ne résistèrent à l'appel du drapeau. Ouais, voilà. C'est vrai que la notion de patrie a son histoire aussi. Pour le Canada, l'Europe appartient à la même ère culturelle que le Canada. Entre l'anglais et le français, c'est évident. Et c'est dû au peuplement d'origine, à la fois français et aussi anglais. En L. De 1492 à 1945, il y en a des siècles là, l'Europe fut au cœur de l'histoire du monde. Le moment européen de l'histoire mondiale s'achève avec la Seconde Guerre mondiale. Oui, après on a vu progressivement apparaître les non-alignés, bref, tous ceux qui n'appartenaient pas à l'ordre établi avant la guerre. Ensuite, la Méditerranée occidentale. Le premier centre dynamique de l'Europe fut la Méditerranée occidentale. Oui. Ensuite, entre 1100 et 1300, une zone de plus en plus orientée vers l'Atlantique prend la relève, comme axe central de l'évolution urbaine, commerciale et culturelle du continent. C'est vrai que c'est Alain Peyrefitte qui a écrit un livre, La société de confiance, dans lequel il montre que le développement des grandes compagnies maritimes a largement démarré dans les Pays-Bas, dans ces peuples de l'Atlantique qui étaient maritimes, qui avaient des ports et qui faisaient le commerce, et liés au protestantisme aussi. Oui. Et plus anciennement encore, il y a la Ligue hanséatique de toutes ces villes du nord de l'Allemagne jusqu'au nord de la Russie aussi, qui faisaient le commerce des visons, des pots de visons, de zibelines aussi, et de bien d'autres choses, à destination de l'Angleterre, de Londres, la Ligue hanséatique. Bon, on visite toujours comme un monument historique pratiquement les superbes maisons de ces ports des villes du Nord, qui sont très anciennes, et aux vives couleurs, toujours. Pour ceux qui voulaient approfondir la bibliographie, voilà 1386 pages, Europa, notre histoire, l'héritage européen depuis Homère, sous la direction d'Étienne François et Thomas Perrier. Un très beau livre. 1386 pages, bravo. Hein. Alors, nous introduisons ici un commentaire vraiment des plus exceptionnels. Ouais, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut donner la parole
un descendant de ceux qui ont régné sur une grande partie de l'Europe. L'un des derniers, pas tout à fait, il y a la famille qui continue. Bon, Otto von Habsburg, les Habsburg. Le voilà. Il est mort en 2011, c'est il n'y a pas longtemps. Généralité. Fils du dernier empereur d'Autriche, en exercice. Le fils. Ouais. 1914-18 a renversé des monarchies. A commencé par l'Autriche, mais la Russie aussi. Bon. Il avait fait une thèse de droit en France. En français. Car l'aristocratie autrichienne, comme l'aristocratie russe et d'autres aristocraties, considérait le français comme la langue de l'élite. Et cette thèse concerne, je crois, les successions dans le monde rural. Et bien sûr, il parlait le français. Voilà l'aigle à deux têtes. L'aigle napoléonien n'a qu'une tête. Voilà des idées de Otto von Habsburg-Lothringen. Lothringen, c'est le nom allemand de la Lorraine. Sur le thème de la religion et des droits de l'homme, 2 messages. B1. L'Europe a été fondée sur des idées religieuses, et dans un grand nombre de pays européens, la religion reste aussi forte aujourd'hui que par le passé. Dans un grand nombre. B2. L'Europe a fondé les droits de l'homme sur une base religieuse. Oui. La deuxième idée dont l'Europe est forte, à travers le monde, ce sont les droits de l'homme. Et particulièrement la France, avec les droits de l'homme et du citoyen. Et Otto von Habsburg dit « Je suis convaincu que les droits de l'homme sont fondés sur le fait que tous les hommes sont des créatures de Dieu. » C'est-à-dire que les droits de l'homme ont une base religieuse. Oui, c'est vraisemblablement très vrai. Ensuite, il énonce l'idée que l'Europe doit donner l'exemple au monde qui l'entoure, en particulier au peuple méditerranéen. Oui. La paix. Il a s'exprimé sur la paix. L'idée européenne est avant tout une vision de paix, qui parvient à surmonter un passé guerrier. Ça oui. Voilà un rappel du passé guerrier. Entre autres, la paix de Dieu. Les moines, au Moyen-Âge, cette idée de paix, elle a existé, il faut le savoir ça. Elle s'est appelée la Troïga Dei, la trêve de Dieu, imposée par les moines de Cluny. Il y avait un nombre de journées chômées en quelque sorte, c'est pas le bon mot, mais où il ne fallait pas se battre. L'Église a essayé d'influencer la féodalité, les seigneurs, pour qu'ils arrêtent de se battre. La trêve de Dieu en fait partie. Cluny. Et voici d'autres livres sur les ancêtres de Otto von Habsburg, des livres sur cette dynastie, et Otto von Habsburg-Lothringen qui est là et qui montre le portrait de sa grand-mère, la célèbre Sissi, impératrice d'Autriche, qui était apparemment, qui n'aimait pas trop tout le cérémonial de cette cour impériale et qui aimait plutôt, d'après le film Louis II de Bavière,
en tout cas, atteler son carrosse, son attelage plutôt, tiré par 2 chevaux, pour parcourir les forêts avec le roi Louis II de Bavière. Le romantisme. Otto von Habsbourg. Et on recommandera ce livre d'une personne dont les ancêtres ont régné sur une grande partie de l'Europe et qui a des idées originales et intéressantes. Otto von Habsbourg nous dit au revoir. Et ce livre, je l'ai lu, Naissance d'un continent, c'est évidemment remarquable. Il y a des idées originales. Pour une dynastie qui a régné sur l'Europe, c'est normal. Voilà. Maintenant, il est enterré là où le sont tous ses ancêtres, à Vienne, dans la cathédrale principale de Vienne, dans la crypte des souverains, des empereurs. Voilà. Et à travers un cérémonial qui a été toujours le même, extraordinaire, où l'empereur ne rentre pas en tant qu'empereur, mais en tant qu'homme. C'est beau. Nous allons nous arrêter ici pour la présente vidéo. Nous avons parcouru toute l'histoire européenne avec quelques idées de plus, notamment avec les Habsbourg. Voilà. Pour ceux qui voudraient approfondir d'autres questions, Jean-Claude Juncker, Ursula von der Leyen, Angela Merkel ou d'autres, ils peuvent se référer à au site culturesociétale.com, voilà, et télécharger telle ou telle vidéo d'après la table des matières qui s'y trouve. Car la table des matières est une carte d'orientation. On peut y trouver le thème qu'on cherche, par une occurrence. Voilà. A plus tard, donc, pour la vidéo 3 sur l'Union européenne, qui sera un peu plus longue, car j'ai puisé dans le fond de l'encyclopédie de culture sociétale, là. Et j'ai pas pu me priver de telle ou telle notion, car la culture, c'est un plaisir. Donc, c'est sur la clôture de cette vidéo numéro 2 sur l'Europe et l'Union européenne, qui fait partie de l'intelligence sociétale, et sur cette vue de la nébuleuse du cheval et des galaxies lointaines, que je vous dis au revoir, et à tout à l'heure, sans doute, ou une autre fois, pour la vidéo dernière numéro 3 sur l'Union européenne. Au revoir à tous et à toutes.